Ça marche le micro? Ok. Et c'est parti. L'imperfection. C'est un mot qui n'est rentré que récemment dans mon vocabulaire. Il y a quelques mois encore, c'était quelque chose d'impensable, de proscrit, de dangereux pour moi. Et puis peu à peu, j'ai appris à l'apprivoiser, tel un animal sauvage. Ce soir, je suis extrêmement fière et contente de vous parler à cœur ouvert de ce sujet qui me tient tant à cœur. Je veux que vous vous sentiez libre d'oser, de parler, de briller. Je veux sortir des codes et vous montrer à quel point l'imperfection est au service de votre perfection. Parce qu'au final, c'est quoi la perfection? C'est tellement relatif et propre à chacun. On a chacun et chacune notre propre définition. À travers cette conférence, j'aimerais que vous preniez conscience de la puissance d'être vous-même, sans filtre, sans artifice, sans chercher à être parfait, mais juste en vous autorisant à être qui vous êtes. Aujourd'hui, je vais me rendre vulnérable auprès de vous tous. Je vais sûrement bugger, oublier des mots, manger des idées, mais mon but, c'est pas d'être parfaite, de faire une conférence sans accroc. Mon but, c'est de vous toucher, de vous questionner et surtout avoir de l'impact. Alors pour la première fois depuis longtemps, je vais oser. Oser m'affirmer, oser porter ma voix et surtout oser l'authenticité. Tout le monde a déjà vécu un échec dans sa vie, quel qu'il soit. L'échec d'une relation, l'échec d'une compétition, l'échec d'un concours. Pour ma part, j'étais terrorisée à l'idée d'échouer. Je peux même dire que la réussite faisait partie de mon identité, elle me définissait. Le truc, c'est que depuis petit, on nous enseigne que pour être considéré comme intelligent, il faut avoir des bonnes notes à l'école. À 25 ans, la réussite sociale se concrétise par obtenir un CDI, se mettre en couple, se marier, acheter une maison, avoir des enfants. À qui ça parle ici? Et tout ça pourquoi? Tout ça pour rentrer dans des cases? Tout ça pour faire plaisir avec une certaine promesse d'être heureux à la clé? Après cette prise de conscience, je me suis beaucoup questionnée. Peut-être un peu trop, mais c'était nécessaire. Et je me suis demandé, pourquoi l'échec a-t-il une connotation si négative dans nos esprits? Et pourquoi la réussite une connotation si positive? En quoi c'est un problème d'échouer? Et est-ce que c'est vraiment un problème? En France, l'échec est mal perçu. On a une culture de la réussite. Imaginez, dès le CM1, un enfant ne préfère pas lever la main en cours plutôt que de se tromper. À 16 ans, on a le sentiment que le choix de filière que l'on va faire va déterminer le reste de notre vie. Alors il ne faut surtout pas se tromper. Ça pourrait être mal vu, voire considéré comme un drame par certains. 40 ans après, certains cadres d'entreprise vont se présenter comme « Bonjour, Monsieur Marchand, j'ai fait l'ENA 90 » ou « Bonjour, Monsieur Dupont, Polytechnique 70 ». Sous-entendu, le diplôme que j'ai obtenu il y a X années me confère une certaine identité et une certaine valeur. Comme si le fait d'être sur des rails classiques m'assurait une certaine sécurité pour un diplôme que j'ai obtenu il y a X années. Tenez, on va prendre l'exemple des États-Unis. C'est hyper intéressant de voir que selon d'une culture à une autre, on a des manières de penser totalement différentes en termes d'échec. Aux États-Unis, c'est le fail fast, fast learn qui est vanté. Échoue vite, apprends vite. En fait, là-bas, l'échec, c'est pas vu comme quelque chose de négatif, au contraire. C'est vu comme une chance, voire une opportunité pour apprendre de ses erreurs et devenir meilleur dans un domaine. Et les études, elles sont claires à ce sujet. Les entrepreneurs qui ont échoué plus tôt et qui ont su rapidement tirer des enseignements de leurs échecs vont réussir plus vite et mieux que ceux qui ont connu un parcours sans accroc. Donc vous l'aurez compris, notamment en France, beaucoup de gens vont associer leur réussite, leur succès à leur identité, à leur statut social, à leurs valeurs. Et je ne vais pas vous mentir, je faisais partie de ces personnes-là aussi. En fait, depuis le collège, ma seule valeur résidait dans ce que j'étais capable d'accomplir, de faire, de montrer. Et après des études réussies, l'obtention du job que je voulais, l'entrée dans l'école que je voulais, l'obtention du poste que je voulais, ma vie a semblé tracée. Et autour de moi, j'avais le droit à ce genre de discours.
Moi, de toute façon, Léna, elle réussit tout, je me fais pas de soucis pour elle. Quelle pression. Et au final, ça n'a pas raté. J'ai fini par échouer sur mon premier poste de contrôleuse aérienne, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an et 2 mois. Et je peux vous dire que cet échec, il a fait mal. Pour vous donner un petit peu de contexte, un contrôleur aérien, quand il sort de l'école de l'aviation civile de Toulouse, il est affecté sur un aéroport, un aérodrome, un terrain, et il doit suivre une formation. Il ne peut pas exercer directement son métier sur ce terrain. La formation, elle est plus ou moins longue en fonction du terrain sur lequel il est affecté, puisque selon la densité de trafic, le type de trafic, les procédures, l'environnement sur le terrain sur lequel on est, on ne va pas avoir la même difficulté et donc le même temps de formation. Après, comment se passe la formation? On est en double commande en permanence avec un instructeur qui nous surveille, un petit peu comme au permis, si vous voulez. Donc moi, en sortie d'école, je me suis mise une énorme pression pour être qualifiée sur le terrain d'aviation générale de Toussul-le-Noble, qui est un des plus gros terrains en termes de trafic en région parisienne. Et ce sentiment de perfection vis-à-vis de mes succès à mon échelle, évidemment, s'est soudainement écroulé, 1 an et demi après le début de ma formation. La Léna forte, capable de contrôler ses émotions, de masquer ses faiblesses, de cacher ses imperfections, elle n'existait plus. Elle était morte. À ce moment-là, j'ai découvert une autre facette de moi-même. La facette sombre. Je me suis montrée vulnérable, j'ai énormément pleuré, chose que je ne m'autorisais pas à faire avant devant du monde. J'ai été critiquée sur mon travail, et surtout, je ne plaisais pas à tout le monde. Alors ouais, j'ai échoué. Et avec du recul, pourquoi j'ai échoué? Je pense que c'est lié à une multitude de facteurs. En plus du fait que j'avais énormément de mal à faire le deuil de ma vie étudiante à Toulouse, j'ai été incapable de gérer mes émotions, de gérer le stress et surtout pas le regard de l'instructeur. J'étais déstabilisée en permanence, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. C'était vraiment compliqué. Et j'ai un trou. Je me suis rendu compte à quel point le regard de l'instructeur me déstabilisait, me faisait perdre mes moyens. Et le truc, c'est qu'en formation, on a besoin d'être au maximum de notre performance pour gagner la confiance de nos instructeurs qui puissent nous qualifier et nous laisser travailler tout seuls. Et j'étais au maximum de ma performance à ce moment-là avec l'énergie que j'avais, c'est-à-dire pas beaucoup. Résultat, je stressais en permanence, donc je faisais des erreurs de sécurité, sauf que la sécurité, c'est quand même la base du métier. Juin 2024, arrêt de qualification. Et je peux vous dire que lorsqu'on a l'habitude d'arriver à nos fins par un moyen A, B, C, D ou Z, échouer, ça te met une claque. Et à ce stade-là, c'était même plus une claque, je me suis clairement pris un mur. Et le plus dur dans tout ça, c'était pas forcément d'échouer. Le plus dur, c'était de voir que des gens pouvaient le voir, pouvaient changer leur perception sur la personne à succès, à mon échelle, encore une fois, que j'avais été, et puissent le remarquer et changer leur perception vis-à-vis de moi-même. À ce moment-là, j'avais complètement perdu le contrôle de moi-même. Et cette perte de contrôle était visible et accessible au grand jour. Parce que je savais que le regard des autres, la peur du rejet était présent chez moi. Mais je ne pensais pas que la charge générée était aussi intense. Pour ceux qui connaissent un petit peu la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui hiérarchise les différents besoins de l'être humain, allant du plus primaire au plus secondaire. Sur le 3e étage de cette pyramide, on a le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc moi, dans mon cas, c'était le sentiment d'appartenance au groupe des contrôleurs aériens que je mettais sur un piédestal. Lorsqu'on échoue dans un domaine qui est important dans, justement, l'entrée dans un groupe social, on a notre amygdale, qui est la partie primitive du cerveau, qui s'active en évaluant un danger de rejet du groupe, qui autrefois était nécessaire à la survie. Autrement dit, est-ce que quelqu'un peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Merci. Autrement dit, si on n'était plus dans un groupe d'humains, on était vulnérable auprès des prédateurs, si on parle de la préhistoire par exemple. Donc si encore aujourd'hui notre cerveau, il associe la réussite à l'entrée dans un groupe social et donc à la sécurité, il associe aussi l'échec à la porte de sortie et donc par conséquent à une menace. En fait, c'est totalement humain et normal d'être sensible au regard des autres. Ce qui est plus dangereux, c'est quand on vit une vie qui n'est pas la nôtre et qu'on vit à travers le regard des autres. Un exemple concret, tenez.
Les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Snapchat, maintenant TikTok. Tout le monde ici a au moins un de ces réseaux. Tenez, on va faire un test à main levée. Qui ici a déjà ressenti que sa vie était moins bien ou plus ennuyeuse en scrollant juste 10 minutes sur Instagram? Affolant, non? En fait, sans s'en rendre compte, on passe notre temps à se comparer sur les réseaux sociaux. Et c'est facile d'afficher une vie parfaite, un couple parfait, un corps parfait, des vacances parfaites. Selon l'angle de prise de vue, le cadrage, la lumière, la qualité du téléphone, on est capable maintenant de créer du contenu sans imperfection apparente, et même parfois mieux que la réalité. Et cette perfection, on l'assimile au bonheur. Résultat, on a le sentiment qu'il faudrait avoir ce couple, ce corps, ou manger dans ce genre de restaurant pour être heureux. Et à aucun moment, on se demande ce qui nous fait kiffer nous et ce qui nous correspond à nous. Parce que cette fille-là, avec ce corps qu'elle affiche sur les réseaux, potentiellement, elle a des gros problèmes de communication avec sa famille. Elle stresse en permanence et elle n'a pas confiance en elle. Cet ami qui poste des photos de paysages idylliques depuis Bali, il n'a jamais ressenti autant la solitude, le manque de sa famille et de ses amis depuis qu'il est en voyage. Cette fille, avec ce couple parfait, elle n'a juste pas le courage de s'avouer à elle-même qu'elle souffre de dépendance affective et qu'elle a une peur bleue que son mec la quitte. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des cas que j'ai déjà vus chez des gens de mon entourage. Et à aucun moment, vous ne voudriez avoir la vie de ces personnes qui semblent heureuses derrière un écran. Les réseaux sociaux mettent en valeur à quel point le regard des autres peut être toxique. Surtout pour des jeunes en quête d'acceptation qui cherchent à se faire accepter à leur juste valeur. Attention, je ne dis pas que les réseaux, c'est que du négatif, sinon je ne serais pas là ce soir. Mais consommer les réseaux sans conscience peut s'avérer compliqué et dangereux pour la conscience. Pour revenir sur cet échec de qualification, ce 14 juin 2024, pour être honnête avec vous, lorsqu'on m'a dit que c'était fini, je pense que mon ego a été touché, et mon identité aussi. Je me sentais nulle, jugée, vide, mon estime de moi était tombée. Et autour de moi, beaucoup de gens me disaient « Mais Léna, il faut que tu continues le contrôle, c'est fait pour toi, c'est pas parce que tu as échoué une fois que tu pourras pas réussir par la suite. » Mais au fond, c'était comme les réseaux. Est-ce que ce job de contrôleuse aérienne, je voulais le faire pour moi uniquement? Ou pour un statut social? Pour l'entrée dans un groupe social? Une validation? Pour faire plaisir? À ce moment-là, j'en savais trop rien. Je doutais, je me sentais vide, je savais plus de quoi j'avais besoin. Je savais qu'il fallait continuer à avancer, mais je savais plus où aller. Je crois que j'avais besoin de me reconstruire, de me poser les bonnes questions, de savoir pourquoi c'était important pour moi. J'avais besoin de retrouver la vraie moi, la Léna qui sait pourquoi elle fait les choses et pas pour qui elle les fait. Parce que c'est ça la vraie question. Quand vous avez un choix à faire, une décision à prendre, je vous invite à vous poser ces questions. Pourquoi ce choix est-il important pour moi? Comment ça se manifeste en moi? Comment le fait de visualiser ce choix me fait-il sentir dans mon corps, dans mes tripes? Et ces questions-là, il n'y a que vous et uniquement vous qui pouvez y répondre. Vous êtes votre seule source d'inspiration. Et quand la réponse vous semblera fluide en vous, avec un sentiment de confiance, que le résultat vous semblera atteignable, là vous êtes à la bonne place. Et c'est ça la perfection, rien d'autre. Cet échec de qualif, finalement, m'a littéralement ouvert les yeux. Je suis plus qu'une qualification, je suis plus qu'une contrôleuse aérienne. Ma valeur ne repose pas dans ce que je suis capable d'accomplir ou dans ce que les autres aimeraient que je sois. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 8 milliards de façons de voir le monde, 8 milliards de perceptions de ce qui devrait être bien ou mal. Alors ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes la seule personne à savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce qui est bon pour vous. Alors osez, ose être cette mère de famille qui rentre parfois du taf fatiguée et qui n'a pas envie de faire à manger à ses enfants. Ose être ce chef d'entreprise qui ne manage pas parfaitement ses équipes, mais qui apprend des problèmes de sa boîte. Ose être ce mari, cette femme inspirant pour ta partenaire. Exprime tes besoins, montre-toi vulnérable, plutôt que d'essayer d'afficher un couple parfait. Aie des rêves, des projets, sois créatif, construis-toi une vie qui te passionne. Ose être ce sportif qui ne performe pas à chaque entraînement, mais qui sait écouter son corps malgré les critiques. Tu es bien plus qu'un putain de chrono. Toi, la nana là, qui tue à la salle et qui court 40 km par semaine, tu es bien plus
qu'un chiffre sur la balance ou un corps de filles de magazine dont les standards ne sont même pas justifiés. Nos échecs et nos succès ne nous définissent pas, ils nous façonnent. Utilisez-les comme un tremplin pour devenir la personne que vous voulez être. L'humain est constitué à 99% d'erreurs. Les succès sont exceptionnels et sont juste le fruit de nos échecs. Alors échouez, tentez, recommencez, n'ayez pas peur. Vous avez bien plus à apprendre dans un échec douloureux que dans 10 expériences à succès. Et avec cet état d'esprit, l'échec devient une opportunité pour devenir meilleur. Et ça devient aussi une opportunité pour éprouver votre capacité de résistance, puisqu'il faut avoir échoué pour savoir que l'on peut se relever. Alors n'ayez plus peur de cet échec et utilisez-le comme une force. Pour vous illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire, je vais vous prendre comme exemple des sportifs connus. Donc on va commencer par Rafael Nadal et Richard Gasquet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux grands joueurs de tennis mondiaux. Donc à 13 ans, Richard Gasquet et Rafael Nadal disputent la demi-finale des championnats du monde officieux de tennis des 12-14 ans. Donc là, je vous laisse imaginer Nadal qui se fait balader littéralement dans tous les sens par le jeu agressif de Gasquet. Et Gasquet, de l'autre côté, à seulement 13 ans, il fait la une des magazines, il est ultra prometteur, il est déjà connu du grand public, il est très impressionnant. Nadal, il perdra cette demi-finale. Ça lui laissera un goût assez amer. Le truc, c'est que cette défaite de demi-finale en particulier, va être l'un des facteurs clés qui va faire qu'il va exceller dans le monde du tennis plus tard. Nadal, numéro 1 mondial pendant des années, 60 tournois remportés, 12 grands chelems. Là où Gasquet n'a atteint que la 7e place mondiale pour 9 tournois remportés et 0 grand chelem. Et là, à ce moment-là, on peut se demander, mais comment c'est possible? Tout coïncidait pour que Gasquet devienne l'excellence mondiale, et ça n'a pas été le cas. Nadal. Jeune, il a connu énormément d'échecs. Il a perdu énormément de matchs, sa technique laissait à désirer, notamment son coup droit. Le truc, c'est qu'après cette défaite contre Gasquet, il a rejoué 14 fois contre ce même joueur. Et devinez quoi? 14 fois, il regagnera le match. En fait, cette défaite contre Gasquet, ça lui a permis de remettre en question son agressivité dans son jeu, de travailler ses points faibles et de ne rien laisser au hasard. Et la suite, vous la connaissez. Et c'est peut-être là l'erreur de Gasquet. Depuis ses débuts dans le tennis et depuis ses débuts en formation, pour lui, tout a été facile, fluide, pas de difficulté apparente, pas besoin de travailler en profondeur sur ses points faibles. Mais vu son classement professionnel quelques années plus tard, ça se demandait s'il n'avait pas assez échoué ou échoué trop tard pour accéder à l'excellence mondiale. Morale de l'histoire, les succès sont agréables, mais beaucoup moins riches en apprentissage que les échecs. Et la plupart des gens, d'entre nous, on connaît tous Nadal comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire, mais chaque succès s'accompagne d'échecs ou de tentatives non abouties. Et le problème, c'est que dans les médias, on a tendance à mettre en valeur uniquement le résultat, alors qu'il s'agit d'un vrai processus. Puisqu'au final, combien de chefs d'entreprise, combien d'artistes, combien de célébrités ont échoué avant de briller? Un autre exemple que je peux vous donner pour les basketteurs de la salle, Michael Jordan. Michael Jordan, notre grand joueur NBA, qui disait « Dans ma vie, j'ai raté plus de 9000 tirs. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et j'ai échoué. J'ai échoué maintes et maintes fois dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. » Ça illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Rien de plus à dire. Tout ça pour dire que ce raté sur ce premier poste de contrôleuse aérienne m'a été plus que bénéfique. Premièrement, ça me permet de vous donner cette conférence aujourd'hui. Deuxièmement, ça m'a appris 1000 fois plus sur moi-même que si tout s'était déroulé comme sur des roulettes. Ça m'a appris à savoir qui j'étais, qui je voulais être, tout simplement une nana qui sait prendre ses décisions selon ses besoins en arrivant à gérer les avis externes. C'est pourquoi j'ai la conviction profonde que toucher à l'imperfection peut réellement nous mener à notre perfection. Et la mienne, il s'agit de ma capacité à apprendre de mes erreurs, à devenir meilleur chaque jour et à apprendre à me connaître en profondeur pour être par conséquent être aligné avec mes choix de vie. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre ma perfection, la mienne et pas celle de quelqu'un d'autre.
Une autre notion importante dans cette atteinte d'un idéal, d'un objectif, d'une certaine perfection, c'est la notion de résilience, qui est très importante pour moi et qui fait partie de mes valeurs. Que ce soit la perte d'un proche, une maladie grave, un accident, une séparation, un burn-out, un licenciement. Je pense qu'on a tous et toutes déjà vécu un moment dans notre vie où on pensait ne jamais s'en remettre. Je vais vous prendre ici l'exemple de Julie Bourges. Julie, elle est connue sous le nom de 12 février sur les réseaux sociaux. À seulement 16 ans, elle est brûlée au 3e degré sur plus de la moitié de son corps. Donc là, je vous laisse vous mettre dans sa peau. Julie, 16 ans, elle apprend à s'intégrer, c'est une jeune femme, elle apprend à découvrir son corps. Du jour au lendemain, son corps est couvert de boursouflures douloureuses et pas très esthétiques, sur plus de la moitié de son corps. Ce corps n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait l'air quelques temps avant. Je me suis intéressée comment cette fille elle a fait pour s'en remettre mentalement et physiquement de cette épreuve. Et en fait, elle explique dans ses interviews que 2 choix s'offraient à elle. Choix numéro 1, s'apitoyer sur son sort et emmener tous les membres de sa famille dans son désarroi. Choix numéro 2, utiliser les cartes que la vie lui avait données pour pouvoir se créer une vie belle avec ce qu'elle avait. Je vous laisse imaginer le choix qu'elle a pris. Après son accident, Julie elle est restée 3 mois dans le coma avec pronostic vital engagé. À son réveil, ça a été le choc. 15 kilos en moins, chauve, mutilée par les flammes. Dans sa tête, rien ne coïncidait avec le fait de s'en sortir. Et elle le dit elle-même dans ses interviews, qu'elle pensait jamais pouvoir retrouver une peau exposable après ce qui s'était passé. Mais très vite, elle a rebondi. Elle a créé un compte Instagram, elle a commencé à poster des photos de ses cicatrices, raconter son accident, dans le but d'aider d'autres gens. Et ça a été un succès. Sa vie a complètement changé à l'ouverture de ce compte Instagram. Elle a pris conscience de l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur les gens, et bien plus encore. Elle s'est reconstruite une estime d'elle-même et une féminité qu'elle ne pensait ne jamais retrouver. Cette fille, selon moi, c'est une vraie inspiration de résilience. Elle a vraiment su utiliser ce qui lui était arrivé et sa force mentale aussi pour justement se créer la vie de ses rêves avec ce qu'elle avait. Je vous invite vraiment à aller consulter son histoire en podcast sur YouTube. Je ne suis pas du tout payée pour faire ça, mais selon moi, c'est une vraie leçon de vie, donc allez-y. On peut relier d'ailleurs son histoire à la notion de stoïcisme. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette notion philosophique, c'est l'idée de se demander qu'est-ce que je peux faire et comment je peux agir avec les éléments qui me sont donnés aujourd'hui pour me rendre la vie belle malgré ma situation. Sans ressasser le passé, sans anticiper le futur, mais juste avec les cartes que la vie m'a données aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux jouer avec ces cartes pour me rendre ma situation belle? Et en fait, quand on voit la vie comme un terrain de jeu, ça change tout. On n'est pas en train de se dire je vais aller me demander ce que je vais faire après, ce que j'ai fait avant, juste avec ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vous pose la question aujourd'hui. Comment vous pouvez oser rendre votre vie parfaite, quelle que soit votre situation, avec les éléments que vous avez à portée de main? Tout ça pour dire que la vie ne met des épreuves difficiles uniquement sur le chemin de ceux et celles qui sont capables de les surmonter. Parfois, il faut briser des schémas habituels, oser sortir de sa zone de confort, se poser les bonnes questions, et même si ce n'est pas facile. Nous sommes des êtres plus ou moins sensibles, dotés d'émotions et de pulsions fortes. Et selon moi, l'introspection est la clé et la résilience le résultat. On a tous et toutes en nous des ressources dont l'on n'a même pas conscience. Dans chaque situation imparfaite, il y a une opportunité à saisir, même si elle est difficile à voir. Pour vous donner mon exemple personnel, après mon arrêt de qualification, en juin 2024, j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Ça a été dur psychologiquement. Je vous laisse imaginer ma situation. Ça faisait 4 ans que je vivais seule, je ne justifiais rien à personne. Je sortais avec qui je voulais, quand je voulais. Août 2024, retour chez les parents. Et ben, j'étais pas fière. Ça a été dur, mais en même temps, je savais que c'était une opportunité pour moi pour apprendre à mieux me connaître, à mieux les connaître et à potentiellement travailler sur les problèmes de communication avec ma mère. J'ai eu des moments inconfortables, des engueulades, des moments difficiles, mais j'ai eu aussi beaucoup de moments heureux, des discussions au coin du feu, des repas partagés en famille et des runs en rentrant du taf avec mon père. Et quand je regarde un an en arrière, je me dis waouh,
Le chemin parcouru est plutôt inattendu. Et vous dire que tout est résolu, ce serait vous mentir. J'ai encore du taf, mais j'ai avancé. Mais dans cette situation que je jugeais de si imparfaite, j'étais incapable de trouver le positif. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de voir la beauté dans ce que je jugeais de compliqué et de difficile. Dans chaque situation challengeante, je vous invite vraiment à vous demander comment vous pouvez en tirer profit, comment vous pouvez en faire quelque chose avec ce que vous avez. Je vais vous montrer ce soir à quel point vous pouvez vous autoriser, oser avancer, et tout ça malgré les critiques. Tendre vers la personne que vous voulez être, malgré les orages. Être fidèle à soi-même, se respecter, être soi-même sans artifice, sans filtre. Vous autoriser à vous questionner. Qui suis-je? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec l'énergie que j'ai et avec la personne que je suis? Questionnez-vous. Une dernière notion que j'aimerais aborder ici, ce serait la notion de contraste, qui selon moi est aussi importante dans l'atteinte d'objectifs et de profiter de la vie. La notion de contraste. On ne peut pas atteindre un idéal sans passer par des périodes plus sombres. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de succès sans échec. En fait, on vit un moment de manière heureuse parce qu'on a vécu un moment moins heureux ou plus difficile avant. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous inviter à vous fermer les yeux, faire une petite visualisation. Vous endormez pas, c'est bientôt fini. S'il vous plaît. Ok, tout le monde a fermé les yeux, parfait. On est en plein mois d'août. Vous êtes en plein milieu de la montagne, il fait chaud. Vous avez un sac de 15 kilos sur votre dos. Vous suez à grosses gouttes, vous avez mal au dos, mal aux pieds, des ampoules partout, vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Le seul truc que vous voulez faire, c'est vous mettre au bord de la piscine avec un bon cocktail et des glaçons. 8 heures que vous marchez. Au bout de 8 heures, vous voyez enfin l'arrivée. Au bout de cette arrivée, vous avez un bar. Et quelle chance, il y a une table de libre. Vous vous dirigez vers ce bar, vous asseyez sur la chaise, vous commandez votre boisson préférée au serveur, votre boisson fraîche préférée au serveur. 3 minutes plus tard, il revient avec votre boisson fraîche. Vous la prenez, vous la dégustez, vous la savourez. Demandez-vous à quel point cette boisson, elle est appréciable, elle est fraîche, elle est savoureuse. C'est bon, hein? Vous pouvez rouvrir les yeux. Entre nous, cette boisson, les ingrédients n'ont pas changé. C'est la même que vous la preniez à Nice, à Marseille, à Paris, à 18h, à midi. C'est la même chose. Par contre, la perception, elle, que vous en avez, a changé. Ce contraste entre cette journée éprouvante physiquement, mentalement, et ce moment de réconfort intense, va faire qu'un moment aussi simple va être aussi appréciable. En fait, c'est par le contraste en tant qu'être humain que l'on est capable de se découvrir, de s'accomplir et de toucher à ce que le commun des mortels appelle le bonheur. Plus il y a des montagnes émotionnelles dans la manière dont on a de vivre les situations, et plus on peut accéder à des moments de bonheur intenses, mais aussi à des moments très difficiles émotionnellement. Pourquoi je parle de ça? Parce que selon moi, il faut justement vivre des moments un peu plus imparfaits, un peu moins faciles, pour justement apprécier des choses un peu plus simples ou même plus élaborées. Parce que le degré de perfection de la situation dépend du contraste associé à la situation. Si vous dormez en tente pendant une semaine avec des fourmis partout, des chiens qui aboient et la rosée du matin qui vous mouille les pieds, un seul matelas, un toit, une couverture, ce sera votre perfection au bout de 5 jours. Par contre, si vous dormez en 5 étoiles pendant une semaine, ce même matelas et ce même toit n'aura pas la même saveur. On est bien d'accord. La perfection réside donc dans l'inconfort. Osez vous créer des moments imparfaits. Ces moments sont essentiels à l'élaboration de votre perfection. Certains moments, on peut les choisir, d'autres ne sont pas de notre sort et on n'a aucun contrôle dessus. Ça peut être frustrant, challengeant, on aurait envie que ça s'arrête, mais je vous le répète une deuxième fois. La vie ne met des épreuves difficiles uniquement sur le chemin de ceux et celles qui sont capables de les surmonter. Et je peux vous assurer que quoi que vous en pensiez, vous en sortirez grandi et transformé. Aujourd'hui, je suis loin d'être parfaite. Ma vie n'est pas parfaite, mes relations non plus, ma famille non plus.
Et du haut de mes 24 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre. Le truc, c'est qu'on a tendance à considérer la perfection comme un résultat, alors qu'il s'agit d'un processus à la courbe irrégulière qui a tellement plus de saveur qu'un résultat éphémère. Alors ce soir, je vous le demande s'il vous plaît, continuez à rire, à partager, à tester, à échouer, à apprendre, à questionner, à rayonner. Mais surtout, n'oubliez jamais qu'oser l'imperfection, c'est vous autoriser votre perfection. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Je vais passer le flambeau à Mademoiselle Charlie. Bon, bonjour à tous déjà, tous ceux que j'ai pas vus. Janvier 2017, mois clé. Je suis assise sur ma chaise face à mon prof principal, Monsieur Sudry. Ce n'est pas un cours, mais un temps pour définir nos vœux APB, Parcoursup, aujourd'hui. Et autant vous dire que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je me souviendrai toujours d'une phrase de ce même prof. « Ah bah Charlie, les domaines qui vous intéressent n'ont vraiment rien à voir entre eux. » Sous-entendu, c'est un peu flou. En effet, j'avais coché psychologie, architecte d'intérieur, des métiers dans l'art, le commerce. Et j'ai fini par choisir la fac de psycho. Autrement dit, la case des gens qui sont un peu paumés. Aujourd'hui, je vais vous partager mon parcours, non pas comme une vérité universelle, mais comme une illustration de ce que peut donner l'écoute de soi. Et comment le tiraillement intérieur entre ce que l'on désire et ce que l'on attend de nous peut nous faire prendre des chemins, disons, inattendus. Combien parmi vous ont déjà fait un choix juste parce que c'était la voie la plus acceptable ? Je pense que je me suis toujours un peu cherchée. Et c'était pire, à partir du moment où on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Paradoxalement, ça met une petite pression qui m'a comme bloquée. Comment savoir devant une infinité de choix? Comment savoir quand on se connaît si peu, quand on connaît si peu le monde? Je crois que j'avais l'impression qu'on me mettait dans une prison. On passe d'un milieu scolaire très cadré où le chemin suit son cours depuis notre plus jeune âge et d'un coup, tu dois prendre des décisions pour toi, pour la première fois de ta vie. Savoir ce que tu veux faire jusqu'à cette fameuse retraite. Je trouve le contraste assez fou. Plus jeune, tu penses qu'être adulte, c'est la liberté. Pourtant, combien de fois j'ai eu l'impression que je pouvais tout faire et en même temps, rien du tout. C'est au lycée que ces grandes questions font leur première apparition. Quelles études, quelle carrière et quel métier, pardon. À l'époque, je le vois comme quelque chose où tu ne peux pas te tromper. C'est important et ça définit le reste de ta vie. Franchement, j'ai zéro idée de ce que j'ai envie de faire. J'en ai marre du lycée, j'ai envie de quelque chose de nouveau, d'excitant, et pourtant, je choisis de ne pas faire trop de vagues. Faire ce qu'on attend de moi. Je suis alors allée à la fac de psycho. Je savais que ça m'intéressait, mais 5 ans d'études, ça me semblait si long, si ennuyeux. En réalité, ça me terrifiait. Pour moi, c'était le chemin de la prison assurée. En plus de ça, je me suis rapidement demandé comment j'allais pouvoir me sentir légitime à exercer ce métier, notamment en ayant des cours ultra théoriques que tu apprends par cœur pour passer ton année via des QCM, pour enfin oublier ce que tu as appris. Je me voyais encore moins dans un cabinet enfermé, à accueillir des gens toute la journée. La seule chose qui m'inspirait vraiment dans les études,
c'était l'année Erasmus. Pourquoi ? Parce que ça faisait des années que j'avais cette envie d'aller vivre une expérience à l'étranger. Je voulais découvrir le monde, parler anglais, devenir bilingue. J'étais vraiment matrixée par cette idée. Dès mes 13 ans, j'ai feuilleté des magazines, fouillé sur Internet des solutions pour partir, quelques mois, un an, dans un autre pays sans débourser des milliers d'euros dont je ne disposais pas. Je me suis également rapprochée d'un centre d'information et de l'orientation. Toute info, solution était la bienvenue. Ce murmure-là, cette voix-là à l'intérieur de moi, c'était la seule qui résonnait vraiment. Il y a plusieurs raisons au fait qu'on se coupe de sa voix intérieure, de son ressenti, de nos envies profondes. La pression sociale, qu'elle soit à l'école ou à la maison, les normes, le regard des autres et paradoxalement, soi-même. L'école est un lieu où on se conforme, alors c'est parfois plus facile de faire taire nos aspirations, nos rêves, soit par peur d'être incompris, soit parce que ça ne colle pas avec l'image qu'on attend de nous. On nous façonne pour qu'on suive le chemin donné, celui qui est acceptable socialement. Sinon tu es un raté. Aujourd'hui encore, j'ai parfois le sentiment d'agir en fonction de cette pression, de ce regard. Alors, comment se positionner dans un monde où tes parents, tes grands-parents te félicitent par ce qu'ils valorisent, par ce qu'ils ont toujours connu, le fameux « wow, tu réussis bien ta vie, tu as un CDI, un appartement, ton indépendance », la situation stable finalement. Voilà ce qui est inconsciemment attendu. Et ça commence tôt. Faire de bonnes études, accéder à un métier valorisé, puis gravir les échelons, obtenir un salaire, et ainsi de suite. La question c'est, comment ne pas se perdre ? Comment retrouver sa voix intérieure ? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est à quel point j'ai été heureuse quand j'ai pris des décisions pour moi, des décisions en lien avec ce qui m'a toujours inspirée, comme mon premier voyage. Décembre 2018, pour la première fois depuis des années de recherche, je tombe par hasard sur la solution parfaite. 1 an au Canada, un programme qui s'autofinance parce que je peux à la fois étudier et travailler, et en anglais. C'était comme une évidence. Je n'ai pas hésité à réserver et autant vous dire que ce n'est pas du tout mon genre. Après des années à arriver vivre dans un pays anglophone, à devenir bilingue, je m'envole pour Toronto fin d'année 2019. Une décision autant excitante qu'effrayante, un stress du départ et même une fois arrivée sur place. Puis le retour des questions. Lors de mon premier jour, je me sens complètement désorientée. Mais qu'est-ce que je fais ? Ne devrais-je pas être à travailler ? Ne devrais-je pas suivre le parcours d'études comme tout le monde ? Puis les peurs se sont estompées. J'ai expérimenté quelque chose de nouveau. Je me suis découverte, voire même révélée lors de ce voyage. Je me suis dépassée, j'ai rencontré des personnes formidables venant des 4 coins du monde. J'ai noué des amitiés incroyables. Et surtout, je suis devenue bilingue. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir eu le courage de m'offrir cette opportunité. Je me suis offert ce voyage, ce rêve. Vous remarquerez, cette question revient souvent. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ma vie ? Qui ici se souvient de la première fois où on vous a demandé ce que vous vouliez faire de votre vie et que potentiellement, vous n'en aviez aucune idée ? Le chemin n'est pas linéaire. Brutalement de retour en France, avec l'arrivée du Covid, je me pose de nouveau des questions. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Reprendre des études ? Oh wow, hors de question. J'aime pas trop comment sont gérés les cours à distance, c'est un peu fouillis. Qu'est-ce que je peux faire de mieux alors pendant cette période si imprévisible ? Retourner travailler ? C'est ce qui me semblait le plus intelligent. En plus, en grande surface, je suis sûre que j'aurai du travail. C'est ce que j'ai fait, pendant 1 an. Puis les questions sont revenues. Au fait, c'est pas normal le chemin que tu empruntes depuis la fin du lycée. Va peut-être falloir penser à valider un diplôme. Tu vaux rien sinon. Comment veux-tu trouver un taf plus gratifiant ? Mais au fait, qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Tu te vois employé ? C'est quoi la boîte de tes rêves ? Sincèrement, je n'en savais rien. Tout ce que je voyais, c'était cette pression du diplôme. Tu n'as que ton bac ? Ah, oups, pas très bien vu socialement. Et puis quel job peux-tu décrocher si tu n'es pas qualifié ? Tout semblait inaccessible et en vrai, rien ne m'inspirait réellement. Je voyais chaque option comme infiniment longue pour finir dans une future prison où je ne me voyais pas épanouie. Bon, trouve une solution alors. C'est quoi le but déjà ?
Ah oui, obtenir un diplôme pour sentir que je vaux quelque chose, montrer que je suis perdue et que je me cherche encore, c'est vraiment moyen. Surtout quand ton entourage vient souligner la réussite des autres de manière implicite. Oh, c'est génial ce que ton cousin fait, il avance bien dans la vie, un CDI, une copine, une maison, un chien, etc. Mais moi, je n'en suis pas là. Je crois que je ne veux même pas de cette vie lisse. Au fond, je désire une autre vie, une autre manière de vivre. J'ai envie de vivre des expériences, découvrir le monde. Je suis complètement désorientée. J'ai du mal à allier ma vision, cette vision, avec la réussite sociale, et quelque part, c'est plus simple de se conformer. Je pars donc à la quête des études qui pourraient m'intéresser. J'ai qu'une petite idée en tête, la com. Oui, ce même milieu que quand on m'en parlait au lycée, j'avais juste la flemme. Mais devinez quoi? Je me suis dit, oui, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, je ne savais pas quoi faire d'autre sinon. Et puis ce choix colle à une certaine réussite sociale finalement. Je me convainc que c'est pour moi, j'idolâtre les côtés que je pense vraiment apprécier comme la gestion de projet, l'événementiel, le design. Il y a un côté stylé, l'image de la femme qui gère. Le premier projet, c'est d'entrer sur une école sur Bordeaux. Je suis prise après concours, puis très rapidement, je sens que ça ne va pas le faire. Je stoppe tout du jour au lendemain et je me dirige à la place sur une école en ligne. Cette seconde option était plus adaptée parce que je ne pouvais pas mettre toutes mes économies dans quelque chose qui ne m'inspirait pas vraiment au fond. Dans ma tête, c'est vraiment « il faut que j'assure au minimum un bac+2 ». Il le faut, c'est comme ça. Grâce à ce premier pas, je me voyais déjà accéder au bac+5, le Graal. Je me disais que les masters sont plus professionnalisants, que ça me permettrait d'accéder à un métier, une entreprise plus glorifiante. Et ça me plaisait. Comme je suis bien bornée avec mon histoire de diplôme, je continue sur ma lancée. Je cherche à rejoindre un bachelor, de nouveau dans une école sur Bordeaux. Honnêtement, je crois que je n'ai pas du tout envie de me retrouver le cul sur une chaise à écouter un prof toute la journée. Je ne vous parle même pas de la recherche d'alternance, mon enfer sur Terre. Peu d'offres, je me sens la plupart du temps même pas enjouée par les fiches de poste. Je ne saurais pas comment expliquer, mais je ressens carrément une forme de rejet quand je lis les missions énoncées. Lors des entretiens, j'ai l'impression de mentir, de faire semblant, d'être à côté de mes pompes. Avec du recul, je crois que j'essaye clairement de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour moi. Je pensais que c'était parce que je me sentais pas assez compétente, que je me rabaissais, mais la vérité, c'est que ça ne m'animait pas. La seule chose qui m'inspire vraiment, ce sont les startups qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable, qui créent des initiatives ou des produits qui font totalement sens pour moi. Je sens que je force dans une direction qui ne me convient pas. Je vois bien que les portes ne s'ouvrent pas. C'était dur d'essuyer les emails sans retour, les différents refus, l'attente interminable des réponses quand j'étais passée au stade 2 du recrutement. Mais le pire, je crois, c'était d'imaginer être prise dans une entreprise et de sentir véritablement que ce n'est pas mon truc, que ce n'est pas fluide, que ça me coûte toute mon énergie de faire ces tâches-là. Sans alternance, je ne peux pas aller sur Bordeaux. La vérité, c'est que le moment où j'ai senti que ça n'allait pas se faire, je me suis sentie soulagée. Maintenant, si je veux vraiment valider un bachelor, il ne me reste plus qu'une option, l'école en ligne. Je perçois bien que j'ai de la résistance. Le cœur n'y est pas vraiment, mais j'ai cédé à la pression du diplôme et je me suis inscrite au dernier moment. De novembre 2022, je chute de cheval. Je me déboîte et fracture le coude. Tout vole en éclats. L'idée de faire 6 mois de stage s'écroule, l'image du CV acceptable pour obtenir une alternance, pour mon master aussi. Quelque part, c'est l'arrêt dont j'ai besoin. Je fonçais tête baissée sans vraiment prêter attention à mes ressentis, mes envies ou encore mon murmure interne. Et je crois vraiment que lorsque tu empruntes le mauvais chemin, la vie vient te rappeler à l'ordre. Et j'ai été servie. Je valide tout de même mon année, mon diplôme. J'obtiens donc cette sécurité d'accéder au master si je le souhaite. Plusieurs temps forts marquent ces 2 années. Mon premier stage dans une start-up de cosmétiques solide à Paris. J'admire ce qu'ils ont créé, les valeurs de la marque, l'éthique des produits, le côté business. Je suis animée par différents projets comme les shootings photos, les lancements de produits ou encore la vision dans laquelle ils s'inscrivent. Pour autant, je ressens profondément le rythme effréné de la ville, le côté métro, boulot, dodo. Et ça m'effraie. C'est ça la vie que je suis censée vivre ? Ça se résume à ça ?
Je réalise à quel point je n'en ai pas envie. J'ai effectué un autre stage dans une grosse boîte et j'ai détesté. Des réunions pour ne rien dire, pour prendre des décisions minimes. Bref, je me demandais ce que je foutais là. Ce fonctionnement ne fait aucun sens pour moi. Je me demandais vraiment comment c'est possible d'en arriver là. De travailler pour... travailler. À Bordeaux, je fais un dernier stage qui me parle beaucoup. Cette fois-ci dans un concept store éco-responsable. Ici, j'aime créer de beaux visuels, être au contact de la clientèle et faire du merchandising. Cette expérience, tout comme celle que j'ai vécue en start-up, a été très enrichissante. Non pas parce que les missions autour de la com me captivent grandement, loin de là, mais parce que dans les deux cas, ça me connecte à quelque chose qui m'inspire énormément, l'entrepreneuriat. Créer un business qui fait sens autour du bien-être, de l'environnement, de la qualité et de l'expertise. Septembre 2023. Je suis de retour au Canada pour 5 mois. Ce voyage, c'est venir boucler la boucle que j'ai ouverte en 2020. Je vis une expérience incroyable. Je passe un mois entre road trip, découverte du Québec et des alentours de Toronto, mixé à un voyage solo à New York. Je m'installe ensuite 4 mois à Toronto. J'apprécie les moments passés sur place. Parfois, je perds le sens de ce que je vis. Et je réfléchis beaucoup. Parce que rien ne m'attend à mon retour. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ça me stresse beaucoup parce qu'en réalité, je me retrouve pour la première fois face au vide. D'un côté, je sais ce dont je n'ai pas envie. De l'autre, je ressens cet élan de construire et bâtir un projet, même si je ne sais pas encore quoi. Et vous me voyez venir. La fameuse question « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ?» revient en force. 3 grandes idées me trottent dans la tête. Continuer dans ma connerie et reprendre un master de communication en alternance. Après tout, j'ai validé un bac+3 maintenant. Ou me diriger vers ce qui tourne autour de l'accompagnement, du bien-être, de la psychologie. Et enfin, me former dans le domaine équestre, en lien avec les animaux et la nature. 18 février 2024, je suis dans l'avion retour pour la France. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas du tout envie de rentrer, je me sens dévastée, j'ai peur, je stresse. Je me revois encore complètement déphasée dans le train Paris-Nantes à parler en anglais à une dame qui me regarde de travers. Bref, même physiquement, je n'ai pas envie d'être là. Ce retour, je le vis assez mal. Je me sens déprimée, peu enjouée et paumée. À peine un mois s'écroule et je me lance dans une nouvelle quête. Trouver une saison. Je vois bien que ça coince, que c'est pour échapper au fait que j'ai du mal à savoir ce que je veux vraiment faire, à écouter mes envies les plus profondes ou encore à me poser réellement. C'est vrai, j'ai pour habitude de sauter d'un projet à l'autre, je fais tout pour occuper l'espace, le temps, pour éviter ce vide que je ressens, ce manque de sens. Je m'auto-persuade et je me dis que je peux faire ça cet été en attendant. Mais en attendant quoi ? Ça fait des années que c'est en attendant. Je postule, j'ai des entretiens, je suis même prise à plusieurs reprises, mais je finis par dire non. Dire que je ne viendrai pas. Le 13 mai 2024, je passe le pas de la porte de chez moi, puis je ne sais pas trop pourquoi, j'ouvre Gmail. Un mail me saute aux yeux, c'est magnétique. Paradox Foundation, nouveau chapitre. Je clique dessus, je lis attentivement, et là je me dis, mais what the fuck, limite je cherche une caméra cachée. Je ressens un mix d'émotions, de joie, d'excitation, une note de méfiance aussi, parce que j'en crois pas mes yeux. Quelque part, j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ça fait 4 mois que je suis rentrée du Canada. Je me sens totalement paumée et désespérée, et là on me propose un bootcamp gratuit pour les jeunes en quête de sens. Une expérience humaine et transformatrice mêlant défis sportifs et sessions de coaching de vie. 2 témoignages sont partagés, ainsi qu'une vidéo. Évidemment, ça me parle au plus profond de moi. Des mots comme se reconnecter à soi-même, trouver une voie qui correspond vraiment à nos aspirations me marquent l'esprit. Je décide alors de tout stopper. Je dis stop aux saisons, je dis stop à mon mental qui pense retourner en grande surface. Je décide de faire confiance et je postule pour participer au bootcamp. Et vous savez quoi ? J'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. J'ai eu raison d'écouter ce murmure en moi, ce murmure si fort que je ne pouvais pas l'ignorer. Je sentais que c'était la bonne direction. 5 jours ont suffi. Une discussion et tout a basculé pour moi. Je prends la décision de m'inscrire à l'école de coaching de David Laroche, ça me parle tellement. Cette école, c'est comme une évidence, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est comme si, pour la première fois de ma vie, je m'autorise à aller
vers une école, un métier qui m'intéresse et m'anime réellement. Ce matin-là, je m'octroie un moment, à la rivière du château, l'endroit du bootcamp. Je fais le point, j'ai des peurs qui remontent, puis finalement, je me sens tellement bien à l'idée de commencer cette nouvelle aventure que ça s'estompe. Je me sens alignée. Ce que j'imagine me plaît énormément, je me sens heureuse. À peine un an plus tard, je me retrouve assise face à cette même rivière. Ce jour-là, on m'annonce officiellement que j'ai été sélectionnée comme coach de vie sur le bootcamp d'août 2025. Et croyez-le ou non, mais quelque part, ça faisait partie de la vision que j'avais eue en écrivant sur mon carnet un an plus tôt. Une boucle est bouclée. Aujourd'hui, je sais la direction dans laquelle je veux aller. Et même si ce n'est pas toujours facile, je sais que je vais vers ce qui m'inspire, vers la vie que j'ai envie de me créer. C'est pas fini. Tu sais, on croit souvent que pour changer de vie, il faut un plan élaboré, une vision claire. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est juste le courage d'écouter un murmure, cette petite voix à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est toi qui fais du bruit autour pour ne pas l'entendre, inconsciemment, par peur, par habitude. Je ne suis pas arrivée à écouter cette voix du jour au lendemain. J'ai eu peur, j'ai fait des détours, j'ai joué à faire ce qu'il faut. Mais au fond, elle n'a jamais cessé d'être là. Et chaque fois que je l'ai écoutée, vraiment écoutée, des portes se sont ouvertes. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question. Et si ton murmure interne savait déjà où aller, serais-tu prête à lui faire confiance ? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je te propose juste un premier pas. En aucun cas, je ne regrette mon parcours. Pourquoi ? Parce qu'il m'a menée jusqu'ici aujourd'hui. Et je sais que si je modifie une seule chose, alors tout changera. Ce qui semblait imparfait m'a menée à la perfection de ce dont j'avais besoin de vivre pour évoluer et me transformer. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci d'oser être toi et ose l'imparfait. Je suis là, je me gratte les mains et là je suis devant vous ce soir. J'ai la voix qui tremble, les mains aussi. J'ai le cœur qui bat, j'ai chaud. Mais voilà, là je sais même pas quoi vous dire et en vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai osé. J'ai osé le faire, oui. Et j'aimerais remercier Charlie et Léna pour m'avoir permis d'oser, parce que depuis avant, je suis là et je me pose la question, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire ? Et finalement, je l'ai fait, donc j'aimerais qu'on les applaudisse fort. Merci. Pour le micro, du coup. Je sais pas quoi en fait. Voilà, je suis... Je sais pas. Ah si. Et on va devoir libérer la salle, mais vous êtes quand même les bienvenus tous au rez-de-chaussée.